ça me parle beaucoup. En fait, cette réalité de dire, quand j'arrive dans un lieu, quand j'arrive dans une pièce, je cherche toujours, avec les yeux, à minima, un endroit où je pourrais me poser si je sens que ça va moins bien. On est vraiment toujours dans l'anticipation et dans cette charge mentale de prendre soin de soi, faire attention à soi, parce qu'on se sait fragile. Bienvenue dans Be Back, le podcast qui accompagne ceux qui traversent une épreuve de santé, pour soi ou pour un proche. Je suis Suzanne Loriou, spécialisée en épreuves de santé, patiente experte et créatrice d'un accompagnement qui s'appelle Éléments. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai vécu une épreuve de santé enfant, une opération de la colonne vertébrale, et c'est ce vécu qui nourrit aujourd'hui mon engagement, transmettre tout ce que j'aurais aimé savoir à votre place, parce que la vérité c'est qu'une épreuve de santé, on n'y est jamais préparé et ça nous tombe dessus. Dans ce podcast, vous découvrirez des témoignages de résilience, de familles, de petits, de grands qui ont traversé ce chemin. Des partages d'outils concrets et de pratiques pour vous aider à surmonter les moments difficiles, les douleurs, les grandes peurs, et des formats d'interviews croisés avec des professionnels de santé pour multiplier les regards sur ce que nous vivons tous et pour lequel on n'est jamais vraiment préparé. Chaque épisode est une invitation à découvrir des ressources, des histoires et des conseils pour traverser cette période avec plus de confiance, de compréhension et de résilience. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de bon matin, n'en déplaise avec mes cheveux mouillés en sortant de la douche. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast sur la notion d'identité et sur le lien vraiment entre notre identité et notre problématique de santé, notre maladie, notre pathologie, on peut l'appeler comme on veut, notre handicap aussi. On est vraiment sur ce lien avec l'identité. Suis-je ma maladie? Suis-je mon problème de santé? Suis-je mon mal de dos? C'est vrai que c'est une question qui n'a pas été tout de suite là pour moi parce que mon problème de santé finalement, je l'ai vécu, souvent dans des milieux où c'était pas normal d'avoir une problématique de santé, mais j'ai souvent été à l'hôpital quand je vivais, par exemple, le plâtre. Je suis restée pendant des mois à l'hôpital et en fait, c'est plutôt à ces endroits-là où je me suis dit: «Mais ce que je vis, c'est presque rien comparé à ceux qui sont là et toutes les problématiques bien plus graves qu'il pouvait y avoir dans l'hôpital». Et en fait, j'ai été finalement très peu confrontée à la normalité, c'est-à-dire vraiment le qu'est-ce qui se passe quand on est à l'extérieur? Il y avait le corset, oui, mais je pense que j'arrivais à le cacher, enfin je cherchais d'ailleurs toujours à le cacher, mais j'arrivais bien à le cacher et je le vivais pas comme vraiment, je pense que cette notion de «c'est mon problème», ça devient aussi une part de ma personnalité, c'est pas venu tout de suite en conscience. Au début, j'ai vraiment vécu le moment comme il était et c'est qu'après, quand j'ai commencé à grandir, finalement même après l'opération, que je me suis rendu compte que, au fur et à mesure des années, je m'étais attachée. Je m'étais attachée littéralement à cette pathologie, à ce problème. Ça faisait partie comme de ma «personnalité» entre guillemets. Enfin, pour moi, il y avait pas de Suzanne qui aurait pu exister sans problématique de santé, sans mal de dos et cetera et cetera. C'était vraiment une attache et je pense que ce lien-là, on le fait pas tout de suite en conscience parce que c'est un lien qui nous protège finalement et qui arrive au fur et à mesure des années, tout doucement. Pour vraiment ce que j'ai vécu moi, c'est vraiment le moment où, j'ai dû rentrer dans la vie active. Et à ce moment-là, j'ai demandé la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, parce que j'avais déjà eu des problématiques dans le passé, lors de stages, pour la manière de m'asseoir, le fait d'aller chez le kiné régulièrement, et cetera. Et on m'avait expliqué que une des manières de fluidifier ça, quand on rentrait dans la vie active, c'était cette reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Et en fait, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris que je m'étais vraiment attachée à cette notion-là de j'étais quelqu'un qui avait des «problèmes» entre guillemets. J'étais attachée à cette part de moi qui avait cette problématique de santé et là, on venait comme mettre une étiquette et ça a été assez difficile pour moi de la demander. Je crois que j'ai mis, 10 ou 12 mois à demander cette, reconnaissance-là, à prendre vraiment la décision. Parce que c'était difficile de se dire que c'est nous qui devons demander à être reconnus comme ayant un handicap. Pour moi, ça a été vraiment un process et donc voilà, cette question-là de l'identité, de du rapport finalement à sa maladie, du rapport à ses douleurs, c'est une question qui est arrivée un peu plus tard dans mon parcours, qui en tout cas n'est pas arrivée, très, très jeune dans les premières années. Mais je trouve que c'est une question qui est hyper importante et même pour
les parents de ceux ou les proches de ceux qui vivent ça, je pense que c'est des clés de compréhension qui sont intéressantes. Donc aujourd'hui, je vous propose vraiment de rentrer dans cette question, dans ce grand questionnement fondamental qui est celle de l'identité finalement quand notre santé vacille. Suis-je mon handicap? Suis-je ma pathologie? Suis-je mes douleurs? Suis-je telle opération? Et je pense que derrière tout ça, il y a vraiment aussi l'idée de dépasser les étiquettes. C'est vrai qu'on peut mettre des mots sur des choses qui sont impalpables pour nous quand on le vit. Comprendre vraiment ce que ça veut dire malade, distinguer aussi de ce qui nous arrive, de ce que l'on est, et explorer aussi la réalité des handicaps invisibles. Ceux qui sont cachés, ceux que l'on ne voit pas, mais ceux qui colorent véritablement chaque instant, chaque détail, chaque geste et aussi chaque relation. Le premier moment, je crois, où quand même on est challengé sur cette question-là de l'identité, c'est ce moment de l'annonce, le moment du choc de l'annonce. Il y a vraiment cette question qui arrive de OK, mais en fait, qui je suis maintenant? Qui je suis maintenant que j'ai reçu cette information? Qui je suis maintenant que je sais ça? Qu'est-ce que ça va devenir ma vie? Qu'est-ce que je vais être? Qui je suis? Vraiment. Moi, je vous en avais parlé, je me souviens très bien, déjà du moment où j'ai appris vraiment que ma scoliose était compliquée et qu'il allait falloir, avoir un corset et cetera. Mais aussi le moment où on m'a dit qu'il fallait être opérée dans l'année, par exemple. Et en fait, rien rien vraiment ne prépare à ce moment-là où on devient patient, on devient opéré, on devient malade. En fait, cette étiquette-là qui se colle directement sur nous, ça change tout dans le regard qu'on a pour soi, le regard que les autres aussi posent sur nous. Il y a vraiment cette question-là, en tout cas moi, au moment, notamment au moment de l'opération, quand j'ai su qu'il allait me faire opérer, il y a une question qui revenait beaucoup, c'était: «Mais en fait, qu'est-ce qui reste de moi, maintenant qu'on sait ça? Qu'est-ce qui va rester de moi en dehors de cette épreuve médicale? Qui je suis finalement en dehors de ce corps? Est-ce que je dois juste me réduire à cette nouvelle étape dans ma vie ou est-ce que je suis aussi d'autres choses et que j'ai encore le droit d'être cette jeune Suzanne de 14 ans qui vit d'autres choses que les choses uniquement pour son dos?» Et cette étape-là, vraiment de l'annonce, du choc, ça a été beaucoup étudié. J'ai retrouvé pas mal d'études finalement, notamment une, en oncologie plutôt, de la DCRC Onco, qui répond à la prise en charge des patients de cancer. Et ce qui revient beaucoup dans l'étude qu'ils ont publiée, c'est vraiment ce côté-là de l'annonce d'un diagnostic ou d'une maladie qui amène du stress, de l'impuissance, aussi une perte de contrôle finalement fréquente chez les patients et cette anxiété, cette sidération qui parfois peut se prolonger. On n'est pas vraiment sur un instant T, c'est vraiment un état qui peut se prolonger et parfois devenir durable. J'ai aussi retrouvé un travail pour l'INSEE qui a été fait, mais alors qui date d'il y a un peu plus de temps, mais je trouve ça hyper intéressant quand même la manière dont ils prennent les choses. L'étude se nomme «Les expériences de santé comme vecteur de l'identité», donc on est vraiment dans le sujet qu'on aborde aujourd'hui. Et ça a été fait par Isabelle Ville et Daniel Ruffin. Et juste pour vous citer un petit passage, d'ailleurs, je vais vous le lire. La maladie ou le handicap, selon son impact ressenti sur l'ensemble de la trajectoire de vie, selon son caractère plus ou moins subi, pourra ou non devenir un élément prégnant de l'identité. Ces façons d'être malade ou handicapé sont d'autant moins évidentes à déchiffrer qu'elles sont reliées à une multitude de facteurs qui jalonnent l'histoire personnelle, tant objectif que subjectif. On parle alors de travail biographique à reconstruire une unité et une identité positive. Et je trouve que c'est super intéressant parce que vraiment ce moment-là de l'annonce était vraiment un moment clé dans nos parcours de santé. Et quand on pense qu'il y a plus de 100 000 cas, par exemple, pour revenir à ma spécialité sur la scoliose, il y a plus de 100 000 cas de scoliose détectés en France. On se rend compte vraiment des trajectoires personnelles et familiales qui peuvent être bouleversées dans ces cas-là. Il y a un autre point aussi que je voulais absolument aborder aujourd'hui, c'est cette question d'identification. Le mécanisme d'identification à sa maladie, à ses douleurs, à son handicap. C'est vrai que face à la maladie, on va tous réagir de manière très différente. Face à la maladie, vraiment, l'identité oscille. Certains la rejettent, d'autres s'y cramponnent pour donner du sens à la souffrance. Pourtant, il y a vraiment ce chemin subtil entre nier et accepter. Entre je suis la maladie et je suis une personne qui vit cette étape. Personnellement, moi, quand j'ai traversé mon parcours, j'ai vraiment senti que c'était difficile de le faire seule. C'est pour ça que dans l'accompagnement que je propose, il y a tout un volet sur ce sujet-là, pour vraiment permettre à la personne qui vit cette étape-là de prendre ce recul-là, de permettre de faire un pas de côté, de faire un pas de recul sur ce qu'elle est en train de vivre, pour vraiment comprendre déjà ce mécanisme-là d'identification. Je le disais tout à l'heure, mais c'est vraiment un mécanisme de protection. On essaye de trouver du sens, on essaye de trouver du concret dans ce truc qui nous chamboule complètement.
Et c'est pour ça que d'être accompagné sur ces sujets-là, c'est vraiment se permettre de décoller les étiquettes et de se demander: «Mais qu'est-ce que mon corps me raconte vraiment? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Comment est-ce que je peux rester ouverte à l'idée d'être bien plus que mes symptômes, à ces douleurs que je peux avoir, à ce diagnostic que je viens de recevoir?» Je pense sincèrement que ce vécu-là de la maladie, du handicap, il influence énormément l'identité. Moi, ce que j'aime beaucoup rappeler, c'est qu'il y a vraiment un distinguo à faire entre avoir une maladie ou un handicap et être une personne malade ou handicapée. On pourrait avoir l'impression qu'il s'agit juste d'une formulation de mots, mais derrière, il y a vraiment cette question de l'identité. Et entre les deux formulations, il y a vraiment ce large spectre de comment la personne peut faire l'expérience de ce qui lui arrive, faire l'expérience de sa maladie, de ses symptômes, de sa pathologie. D'ailleurs, il y a un rapport de l'IRDES, Institut de recherche et documentation en économie de la santé. J'essaierai de vous mettre les liens de toutes les études dont je vous parle juste après, sinon n'hésitez pas à me les demander par message. Ce rapport est vraiment sur l'identification au handicap. Il explique vraiment qu'il y a différents degrés d'intégration ou de rejet de ces étiquettes-là de patient, malade, handicapé, et que cela dépend aussi du type de souffrance, physique, psychique, organique, et aussi du chemin d'acceptation individuelle. Et je trouve vraiment que le travail qu'ils font sur ces degrés d'identification est intéressant même pour comprendre ce que nous, on peut vivre dans notre expérience. Je vais reprendre les 3 degrés principaux qu'ils développent. La première, c'est les limitations avérées. C'est vraiment quand il y a une gêne qui est certaine, qui est durable, de plus de 6 mois par exemple. À ce stade-là, il y a vraiment une intégration forte de l'étiquette de handicap, parce que là, les limitations, elles sont visibles, elles sont reconnues. Je parle par exemple de tétraplégie, amputation, etc., etc. Donc ça, c'est la première catégorie. La seconde, c'est vraiment les limitations qu'on dit potentielles. Là, c'est vraiment des situations où le trouble ou la pathologie existe, et finalement dont la limitation peut être transitoire, incertaine. Je pense par exemple à une pathologie comme la sclérose en plaques. Toutes les conséquences fonctionnelles ne sont pas encore confirmées. Ici, la personne, elle peut être plus dans une posture d'interrogation, ou de rejet partiel de l'étiquette selon son vécu. Et ensuite, la troisième catégorie, c'est vraiment quand il n'y a pas de limitation. Ça, c'est les cas où les données ne montrent pas de limitation fonctionnelle, malgré une pathologie qui est diagnostiquée. Mais aussi les cas où la gêne est compensée. Cette situation-là, elle peut vraiment favoriser un rejet total de la notion de handicap, de la notion de maladie. Notamment si la personne, elle se sent autonome et qu'elle souhaite éviter d'être stigmatisée. Alors dans ce que vous traversez ou ce que vous avez traversé, je ne sais pas s'il y a un degré d'intégration qui vous parle le plus entre ces trois. Moi, je sais que je oscille entre deux, par exemple, parce que je trouve qu'avec la scoliose, on a vraiment un rapport aussi à son corps par la suite, c'est-à-dire quand la scoliose est stabilisée ou qu'elle est opérée, quand vraiment la partie crise et critique est passée. Je crois qu'il y a vraiment une intégration de OK, il y a quand même quelque chose qui est différent du corps de la plupart des gens et en même temps c'est invisible. Moi, je sais que j'ai une capacité à m'adapter. Des fois même moi, je suis étonnée de pouvoir faire autant de choses malgré mon opération. Mais je crois que c'est intéressant à dire aussi, c'est qu'il y a tous ces endroits-là où on vient s'adapter, se suradapter. Je dirais pas que ma plus grande volonté, c'était d'éviter que ça se voie, d'éviter d'être stigmatisé, d'éviter d'être mis à l'écart. Mais je crois quand même que inconsciemment, c'est quelque chose qui est humain et qui est complètement normal. On est des humains, on aime vivre en groupe. Et quand on a quelque chose qui n'est pas dans la norme, automatiquement, c'est un risque pour notre survie dans le groupe. Donc si on revient à ces pensées-là des humains, ça prend tout son sens finalement. Et en plus de ces degrés d'intégration, moi, il y a une chose que j'ai pu expérimenter, et ça, c'est vraiment un ajout de ma part, mais vous me direz si ça vous parle et si ça résonne. Je trouve qu'il y a aussi des moments dans notre vie où on est plus challengé que d'autres. Et donc, en fait, il y a des fois où l'acceptation de l'étiquette, entre guillemets, comme ils le mettent dans l'étude, elle se fait plutôt de manière fluide, où c'est OK, ça se passe plutôt bien, ça nous enlève pas de choses, ça nous ferme pas de porte, etc. Donc là, ça se passe plutôt bien. Et puis il y a des fois, je crois, où peut-être que c'est aussi une question de personnalité, d'ego aussi derrière. Mais moi, il y a vraiment des moments où je me vois avoir besoin et agir avec cette idée de j'ai besoin de me prouver que je suis capable de faire ça, que je n'ai pas à me réduire à mon dos, etc., etc. Donc oui, moi, dans mon expérience personnelle, je trouve qu'il y a autant de l'identification que du rejet et que c'est pas forcément, que c'est pas forcément linéaire finalement. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des moments où moi, je me suis vue davantage acceptée et davantage rejetée en fonction des environnements, des personnes avec qui j'étais, du moment de ma vie aussi, de mon ambition à ce moment-là, des projets que j'avais envie de mener,
ou du repos que j'avais envie de m'offrir, par exemple. Il y a vraiment, je trouve, ce côté-là à prendre en considération, que c'est pas quelque chose de linéaire. D'où pour moi l'importance de proposer un accompagnement personnalisé sur les différentes étapes du parcours de santé, parce qu'on n'a pas tous la même manière de vivre les étapes de ce parcours, parce qu'on n'a pas la même réaction à chaque fois, parce qu'on n'a pas les mêmes systèmes de protection non plus, systèmes d'intégration. Et donc en fait, c'est hyper important, je trouve, de se permettre de prendre du recul sur ça, de regarder la situation d'une manière différente. Moi, je sais que ça résonne pas mal sur ce côté-là, où après l'opération, je me suis beaucoup rattachée. Ça m'a beaucoup aidée de me dire, OK, j'ai traversé ça, je suis quelqu'un qui a traversé ça. Ça a été un appui, finalement, dans ma construction identitaire de jeune femme. Mais à un moment donné, quand j'ai commencé notamment à travailler, à sortir des études, j'ai senti que ça m'a bloquée. J'ai senti que j'étais vraiment étriquée dans ce personnage-là de la malade, de la personne qui a mal, etc. Il y a aussi ces barrières-là qu'on peut aller enlever, aller travailler quand c'est opportun, avec plein d'outils différents. Et il y a un point aussi que je voulais aborder avec vous, c'était cette notion de handicap invisible. Je la trouve toujours intéressante. Donc c'est quelque chose que je vis, moi, parce que, ben, comme je vous disais, j'avais demandé cette reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. C'est vrai que c'est quelque chose où j'ai eu à la présenter, par exemple, dans mes premiers postes de salarié. Et c'était assez bizarre parce que, en fait, littéralement, quand on me voit, c'est pas quelque chose qui saute aux yeux. C'est pas quelque chose qui est visible à proprement parler. Et donc, cette notion de handicap invisible, elle m'a toujours interrogée. Parce que oui, parfois le handicap se cache, et je dis parfois, mais parfois c'est un tout petit mot, parce qu'en fait, 80% des handicaps aujourd'hui sont invisibles. Donc en France, sur les 12 millions de personnes qui sont en situation de handicap, 80% souffrent d'un handicap dit invisible. Ça représente en fait 10 millions de personnes et c'est fou de se dire, autour de soi, dans les différents environnements qu'on côtoie, il y a énormément et bien plus que ce que l'on pense de personnes qui souffrent de handicap et ça ne se voit pas au premier regard. Parce que quand je parle de handicap qui se cache, je parle par exemple des douleurs qui nous réveillent chaque matin, de cette fatigue qui bloque une sortie qu'on avait prévue, de la peur de ne pas tenir debout longtemps. Ça, la société ne le voit pas, mais nous, quand on le vit, on le sait, on le sent. Cette notion de invisible, moi je la trouve toujours super intrigante parce que en fait, quand vous regardez les gens autour de vous, quand vous faites attention aux détails, il n'y a rien d'invisible dans tout ce qu'ils vivent et dans tout ce qu'ils expérimentent dans leur quotidien. Une hésitation avant de prendre l'escalier par exemple, le besoin d'une pause, je sais pas, le regard furtif pour trouver un siège dans la pièce dans laquelle on arrive. Tous ces petits gestes-là, tous ces regards-là, tous ces détails qui sont très instinctifs finalement, sont autant de cris silencieux de notre corps. Ça me parle beaucoup, en fait, cette réalité de dire, quand j'arrive dans un lieu, quand j'arrive dans une pièce, je cherche toujours, avec les yeux, à minima, un endroit où je pourrais me poser si je sens que ça va moins bien. On est vraiment toujours dans l'anticipation et dans cette charge mentale de prendre soin de soi, faire attention à soi, parce qu'on se sait fragile. Donc en fait, d'un côté, on a vraiment cette hyper-vigilance pour soi, pour trouver des solutions ou des alternatives pour soi au cas où. Et d'un autre côté, enfin moi j'ai vraiment vu ça se mettre en place quand je commençais notamment à aller travailler. D'un autre côté, on a cette partie de nous qui se dit, il faut pas que je dérange trop. Déjà, ça se voit pas, c'est assez incompréhensible. Les gens ne vont pas forcément comprendre tel ou tel comportement s'ils ne comprennent pas l'histoire qu'il y a derrière. Et c'est pas forcément mon envie de raconter mon histoire à tous mes collègues. Donc il y a vraiment cette idée aussi de toujours s'adapter, faire vraiment en sorte que notre différence n'impacte pas trop le collectif, n'impacte pas trop les autres autour de nous. Et je trouve que le handicap, c'est vraiment cette notion assez complexe. À la fois, c'est un problème au niveau du corps de la personne, et c'est aussi un phénomène qui est principalement social. Finalement, le handicap, c'est toujours le résultat d'une interaction entre les caractéristiques individuelles et les caractéristiques du contexte global d'un environnement. Oui, il y a ces limitations physiques, psychiques, individuelles, mais ces limitations, elles ne deviennent un handicap que dans le contexte social. Et je trouve ça intéressant toujours de rappeler que la notion de handicap, elle est toujours liée à la notion d'accessibilité, c'est-à-dire une personne, par exemple, à mobilité réduite ne fera pas la même expérience de ses limitations fonctionnelles dans un environnement qui lui est accessible. Donc l'identité vraiment de cette personne qui porte un handicap, elle ne peut pas juste se définir par des limitations, parce que son vécu et son intégration sociale comptent tout autant. Parce que oui, avoir une maladie, souffrir d'un handicap, c'est pas forcément une naissance figée, ça n'appartient pas qu'à la personne.
C'est aussi une réalité qui dépend du regard de son environnement, du contexte extérieur. Et moi, c'est quelque chose que je dis souvent en séance, que ça soit la maladie, les douleurs, le handicap, ce n'est pas seulement une question du corps ou du mental. C'est aussi cet échange constant avec le monde autour de nous, ce qui facilite ou au contraire ce qui fait obstacle dans notre vie quotidienne. Ça façonne profondément notre expérience et notre identité. Et c'est pour ça que dans l'accompagnement que je propose, je fonctionne aussi à pas prendre seulement en individuel, mais aussi intégrer les proches. Parce que les proches, c'est aussi le premier cercle de la personne qui traverse une épreuve de santé. Ça peut être des piliers hyper importants aussi dans cette construction autour de l'identité. Et je crois que c'est vraiment quelque chose sur lequel il est important de poser des mots aussi. Comme je le disais, pour moi, la question d'identité autour d'une épreuve de santé, elle n'est pas linéaire. Surtout, il peut y avoir des crises. Moi, j'ai souvenir notamment d'une période à la fin de mes études supérieures où c'était un peu mon sujet de prédilection à cette époque-là, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui me limitait autour de la question de l'identité et du handicap, de comment est-ce qu'en fait j'avais intégré ces douleurs-là comme étant appartenant à ma personnalité, comme si je pouvais même pas m'imaginer ne plus avoir de douleur, par exemple. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai beaucoup travaillé ça ces années-là, cet attachement à mes douleurs, à ma souffrance, qui me permettait vraiment d'être le socle de ma personnalité, de mon identité, de l'image aussi, de ce que je pouvais renvoyer au monde. Et c'est notamment à ce moment-là que j'ai découvert l'EFT. Je vous en ai parlé pas mal déjà, de l'EFT, de cet outil que je trouve incroyable. Un des protocoles qui m'a le plus séduite, c'était vraiment ce protocole sur la différence entre douleur et souffrance. Et en fait, la différence entre douleur et souffrance, derrière, qu'est-ce qu'il y a? C'est cette notion d'identité. Se confondre finalement avec ses symptômes, sa pathologie et son expérience au quotidien qu'on fait de la maladie. Quand j'ai traversé cette période-là, c'est en effet l'EFT qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Aujourd'hui, dans les séances, on reparle d'EFT. C'est aussi des protocoles que je vous partage. Il y a aussi quelque chose autour de l'inconscient, donc du travail sur l'inconscient, le subconscient, qui peut être intéressant. Ça, c'est un outil que j'ai connu des années après, mais que j'utilise aujourd'hui parce que dans cette question identitaire, il est vraiment intéressant aussi d'aller regarder qu'est-ce qui peut se passer en termes de croyances. Et ça, c'est l'outil que vous connaissez, c'est Psyche. Et vraiment, en allant travailler avec cet outil sur le subconscient, sur les croyances finalement qui gouvernent nos ressentis aussi, on vient vraiment retravailler les croyances qui directement conditionnent notre manière de vivre la maladie, de vivre un handicap. Il y a aussi les huiles que je peux utiliser entre les séances notamment pour vous aider et vous soutenir. Et une chose que je rappelle et que je trouve fondamentale à rappeler, c'est pourquoi il est important d'utiliser plusieurs approches, plusieurs outils quand on travaille sur cette question-là. Pour une chose notamment, parce que la relation entre nos émotions, nos croyances et notre santé ne cesse de se confirmer. On le sait, le stress chronique, la peur, des émotions non exprimées peuvent littéralement amplifier la douleur, prolonger les épisodes de fatigue aussi, et même altérer le sommeil, donc vraiment fragiliser l'organisme. Et je crois que vraiment cet accompagnement, je l'ai pensé comme étant le poids qui contrebalance pour venir prendre soin de son intérieur aussi, et par différentes méthodes, différentes modalités, parce que souvent la maladie, la pathologie devient envahissante. Et c'est aussi l'identité qui rétrécit autour du diagnostic. En prenant soin de nos émotions, en libérant nos croyances limitantes, en apaisant notre corps, notre esprit par des méthodes simples mais puissantes, en fait ce qu'on retrouve, c'est de la marge de manœuvre. Une marge où se dessine une identité bien plus large, plus riche aussi, mais surtout bien plus fidèle à qui on est vraiment. Je trouve que c'est vraiment une aide pour créer cet espace-là, pour retrouver plus de résilience, reprendre peu à peu confiance et finir par se dire « je ne suis pas ma maladie, je ne suis pas mes douleurs, je suis bien plus que ça ». Alors voilà, je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses sur cette question de l'identité. Je pense qu'une des choses que j'aurais envie de rajouter peut-être, pour terminer, c'est vraiment cette question d'ouvrir la parole, d'ouvrir le dialogue. Et je vous le disais, c'est aussi pour ça que je travaille vraiment main dans la main avec les équipes médicales et que je fais pas un accompagnement uniquement pour la personne qui traverse l'épreuve de santé, mais aussi en intégrant ses proches. La question de la maladie, des douleurs chroniques, du handicap, elle ne concerne pas seulement le physique, le psychique, mais elle traverse les relations, les différents endroits dans lesquels évolue l'individu, le travail, le couple, la famille. Et je pense que l'environnement, les proches, peuvent être des véritables piliers aussi sur cette notion d'identité, permettre de nous soutenir sur certains points, aussi de nous passer leurs lunettes
pour voir une réalité différente que celle dans laquelle on a pu s'enfermer autour de nos douleurs, de nos restrictions. Et puis finalement juste savoir que la parole libère, pour ce sujet-là comme pour tous les autres d'ailleurs. Alors n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires sur ce sujet-là, si ça vous a parlé, si ça a résonné, s'il y a des points qui vous ont plus touché que d'autres. En tout cas, merci d'être là, merci d'écouter, et merci aussi d'oser poser des vraies questions. Et rappelons-nous juste pour terminer que la maladie, le handicap, ce n'est pas notre identité, mais c'est une expérience à traverser, avec des nuances, avec nos parts d'humanité aussi. L'identité, peu importe ce qui nous arrive dans notre vie, n'est pas figée. Elle est en mouvement, elle bouillonne aussi des différentes expériences qu'on peut avoir, et aussi de nos douleurs, d'expériences plus difficiles, de petites victoires aussi, mais se définir par ces problématiques de santé, c'est souvent une étape dans notre parcours. Je le comprends très bien et je vous l'ai redit plusieurs fois, c'est vraiment une étape de protection qui est comme nécessaire à chacun d'entre nous. Mais n'oublions pas que si on vient à ressentir que cette perception, elle nous réduit, elle devient douloureuse, alors il est possible d'élargir cette question de l'identité, de la voir comme quelque chose de plus ample, plus riche, avec plus de possibilités. Mais surtout une chose, rappelons-nous que ce chemin n'est pas à faire forcément tout seul. Il n'y a pas une médaille à la fin pour dire je l'ai fait tout seul. Au contraire, osez demander de l'aide, osez vous entourer de ceux qui ont traversé ça et déjà questionner et apporter des réponses à ces sujets-là. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais d'explorer cette question d'identité, parce que oui, on est bien plus que notre problématique de santé. Bye bye. Merci d'avoir écouté Be Back. Si ce podcast vous a aidé ou touché, pensez à laisser une note ou un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça aide énormément à le faire connaître à d'autres qui traversent une épreuve de santé et pourraient en avoir besoin. Si vous souhaitez aller plus loin et bénéficier d'un accompagnement personnalisé avant et après une opération ou un traitement médical, découvrez le programme Éléments, l'aide sur mesure dont vous avez besoin pour traverser cette période avec plus de sérénité et de confiance. Pour en savoir plus ou réserver un appel, contactez-moi via le lien en description de l'épisode ou directement sur Instagram. Vous n'êtes pas seul, je suis là pour vous accompagner à chaque étape. À très bientôt dans Be Back.